Bonjour! Les gouvernements. Les gouvernements adorent faire des trucs bizarres. Un drapeau géant, changer le nom d'un mois de l'année, un sapin de Noël géant gonflable, bon. Les gouvernements adorent donner de l'argent à des trucs qui, parfois, nous dépassent un peu. Et parmi les formes d'art que les gouvernements aiment bien financer, il y a les jeux vidéo. Attention, aujourd'hui on va parler de jeux commandés et développés par des gouvernements directement. On parle pas de subventions pour la culture type CNC. Les raisons qui peuvent pousser un gouvernement à faire des jeux vidéo sont diverses et variées. Ça peut être pour faire passer de la propagande, des messages d'utilité publique, ou alors pour apprendre aux jeunes à payer leurs impôts. Aujourd'hui, je vous ai déniché 4 jeux faits par des gouvernements autour du monde. Ça nous donnera l'occasion de déjà rigoler un bon coup parce qu'ils sont pas très bien, et ensuite essayer de comprendre comment on en est arrivé là. System shutdown. Driving in Tehran, qu'on peut traduire par conduire à Téhéran, est un jeu commandé par la police routière iranienne pour sensibiliser les gens à la prévention routière et la conduite responsable. Ça donne envie, non? Déjà, l'idée sur le papier, elle est pas dingue. Je veux dire, les gens qui jouent à des jeux de voiture, c'est pour aller vite, c'est pour travailler leur précision, leurs réflexes. Bon, rouler à 50 en marquant les feux rouges, c'est bon, on le fait déjà tous les jours pour aller au boulot. Alors, voilà. Voilà le jeu. Que dire de plus? Ah oui, le budget, 3 millions de dollars. Oui, 3 millions. Alors il y a 2 millions qui ont été mis par le gouvernement et 1 million, parce que c'était pas assez, qui ont été mis par une dizaine de compagnies iraniennes qui ont pu tartiner leurs produits à travers tout le jeu. Je veux dire, le point de départ de l'intrigue, c'est qu'il y a un des personnages qui dit que le soda que l'autre boit est dégueulasse. Comment ose-t-il? Puisque c'était pas encore assez d'argent, le jeu sera vendu à un prix défiant toute concurrence de 5 $. C'est ironique. À l'époque, en Iran, on peut acheter des jeux pour 1 ou 2 $ normalement. On y retrouve donc les aventures de 2 familles qui travaillent pour la compagnie de taxi de ce mec, beaucoup trop réaliste par rapport aux autres personnages. Alors en gros, il y a 2 familles. Il y a la famille Sia, c'est les gentils. Alors eux, ils travaillent au salaire minimum, dur, ils sont contents de travailler pour leur patron et de le voir s'enrichir. Oui, le code de la route, c'est pas la seule propagande que le jeu essaie de nous faire avaler. Et en opposition, il y a la méchante famille Outan qui trahit leur gentil patron et qui lance leur propre compagnie de taxi. Le jeu commence sur un niveau de course-poursuite à la maniabilité effroyable. Une astuce un petit peu cheap de développement quand on a un moteur de jeu qui n'est pas forcément adapté aux jeux de voiture, c'est d'augmenter la gravité à fond pour stabiliser les voitures et s'assurer qu'elles ne s'envolent pas dans l'espace. Bon le problème c'est que du coup elles se pilotent comme des savonnettes. Faut vous amuser? Non? Dommage. Vous venez d'assister à la meilleure partie du jeu. Ce qui vous attend ensuite, c'est plusieurs heures d'aller-retour dans 2 pauvres rues de Téhéran. C'est là que la partie prévention routière entre en jeu. En gros, vous faites le taxi pour récupérer quelques tomates par course. Il faut faire à peu près une centaine de courses. Et encore, ça c'est si tout se passe bien. Si vous touchez une voiture, vous perdez de l'argent. Si vous grillez un feu rouge, vous perdez de l'argent. Si vous allez un peu trop vite, vous perdez de l'argent. Et donc ça augmente le nombre de courses que vous devez faire. Le tout avec la maniabilité un peu bancale que j'ai évoquée plus tôt. Le jeu dans sa promo promettait de recréer 2 districts entiers de Téhéran. Il n'en reste que 2 pauvres avenues qui, apparemment en plus, ont été repompées d'un jeu précédent des mêmes développeurs. Du coup, les 3 millions de budget, ils sont passés où? Ce jeu, c'est un trou de lapin. Plus on continue à creuser, plus il y a des trucs. Je pourrais notamment vous parler des voitures qu'on peut piloter, qui sont produites par une compagnie iranienne qui est connue pour voler des vieilles Peugeot, les recarrosser et les revendre comme des voitures toutes neuves. Mais bon, on a un temps limité et franchement, je crois que vous avez déjà une bonne idée d'à quel point ce projet, c'est un énorme bourbier. Le gouvernement était-il de bonne foi en attribuant cet argent ou était-ce simplement une façon de le détourner? Eh bien, on ne le saura probablement jamais. Un gouvernement qui était cependant certainement de bonne foi lorsqu'il a financé le jeu, c'était le gouvernement de la Corée du Nord. Pyongyang Racer est un jeu de course développé par l'agence Koryo Tours pour donner envie aux touristes de visiter les merveilles de la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang. Déjà, l'idée sur le papier, elle est peut-être un peu plus intéressante si on oublie que le jeu a été produit par l'une des dictatures les plus autoritaires du monde. Alors on a un chemin prédéfini, duquel il faut surtout pas dévier, sinon on se fait engueuler par la police. La police qui nous dit de pas les fixer d'ailleurs. Bon, en même temps, la première fois qu'on voit les officiers de police nord-coréens faire la circulation, ça fait un peu bizarre. Les fixez pas, on vous dit. Si on heurte un truc, le jeu nous engueule. Si on dévie du chemin prévu, le jeu nous engueule. Si on enfreint le code de la route, le jeu nous engueule.
Et franchement, faites-nous piloter un train, ça ira plus vite. La maniabilité est aussi agréable que prévu. Les graphismes. Bon, le jeu est sorti en 2012, mais les développeurs ont dit que c'était pas leur priorité. Niveau playlist, on a droit à des morceaux locaux, tels que Naenara Jailu Joha, littéralement Mon pays c'est le meilleur. Et autres bangers approuvés par le parti. Le jeu est considéré comme le premier jeu nord-coréen à l'intention d'un public extérieur et a reçu du coup un petit peu d'intérêt de la part d'internautes curieux de ce qui se passe en Corée du Nord. Cependant, les critiques, elles n'ont pas tardé à arriver. Si on prend le jeu pour ce qu'il est en tant que jeu vidéo, c'est une ligne droite avec un paysage répétitif, une physique un peu hasardeuse, un bruit de moteur qui boucle mal. Bon. Le jeu tombera assez rapidement de l'oubli, au point où Koryo Tours, l'agence qui avait commissionné le jeu, finira par le retirer de son site et le remplacer par une note un petit peu drôle, s'excusant à moitié de l'avoir fait et expliquant pourquoi est-ce que c'était pas très bien. Quant aux joueurs en Corée du Nord, étonnamment, ils ont accès à certains jeux de l'extérieur. Apparemment, Counter-Strike est très populaire là-bas. Fin 90, début 2000, c'est l'explosion des jeux de tir à la première personne. Les parents, les plus frileux, se scandalisent de voir leurs enfants jouer à des jeux de guerre comme ça. Mais vous savez qui c'est qui est pas scandalisé? Et qui c'est qui est même plutôt content d'ailleurs de voir que les jeunes s'intéressent autant à la guerre? En 2002, l'armée américaine commande et supervise un jeu pour que les jeunes puissent savoir s'ils ont une graine de soldat en eux. America's Army. C'est de la propagande pour l'armée américaine en forme de jeu. Je veux dire, on ne joue que les Américains, on les voit faire des trucs héroïques comme sauver des otages ou dézinguer des terroristes aux quatre coins du monde. À la fin du jeu, il y a même une page pour rejoindre l'armée. Le jeu a été distribué partout dans le monde et a été entièrement financé par l'armée américaine. Apparemment, à Philadelphie, il existait même un cybercafé où on pouvait jouer gratuitement au jeu, juste à côté d'un bureau pour rejoindre l'armée. Le jeu, malgré son postulat de base franchement bizarre, jouait d'une petite popularité à l'époque, car il se présente comme plus réaliste que les autres simulateurs de guerre. Et question réalisme, on y est. Par exemple, le jeu commence par une très longue séance d'entraînement au camp pour apprendre à utiliser les armes, et d'autres détails type si tu tires sur un de tes collègues, tu pars en cours martial et en prison. Malgré les résultats un peu mitigés, une suite est développée quelques années plus tard, America's Army 2, et il aura un certain succès. La propagande est un peu moins violente, le jeu est assez technique et l'ambiance est plutôt réussie. Malgré l'abondance de titres comme Call of Duty ou Battlefield à cette époque, le jeu arrivera malgré tout à survivre. Le problème, ou non, selon à qui vous demandez, c'est que ce succès sera de courte durée. En 2009 sort America's Army 3 et la concurrence est déjà beaucoup plus rude sur le marché. Tous les joueurs sont accaparés par des jeux comme Modern Warfare 2 ou Killzone 2. L'idée de rendre le jeu gratuit, au final, elle est pas si pertinente, puisque le jeu s'adresse à un public de niche, les fans de simulations de guerre tactiques et réalistes. Alors niveau tactique et réalisme, on repassera cette fois-ci. En fait, à ce moment-là, l'armée, elle a plus trop envie d'investir de l'argent dans le projet. Donc en fait, à peine le jeu est jouable en alpha, qu'ils décident de dégager toute l'équipe de programmeurs pour les remplacer par des gars en interne qui vont s'occuper de la maintenance des serveurs. Parce que oui, c'est un jeu multijoueur. Le problème, c'est que sortir un jeu à moitié cuit dans un milieu avec autant de concurrence et avec derrière le support technique qui suit pas, c'est ce qu'on appelle une mauvaise idée, quoi. Au total, avec tous les spin-offs, c'est pas moins de 41 jeux America's Army qui sortiront au cours d'une vingtaine d'années. Pour un budget total de 33 millions de dollars. Et quand tu divises par le nombre de jeux et par l'ambition de ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'est pas tant que ça finalement. Aujourd'hui, l'armée continue à financer des jeux America's Army et ils continuent à sortir dans l'indifférence la plus totale. Ce qui est beau dans le jeu vidéo, c'est qu'on peut choisir d'être qui on veut. Tu veux être un puissant magicien? Joue à The Witcher. Tu veux devenir un pilote d'avion? Tu peux jouer à Flight Simulator. Tu veux conduire un kart sur des arcs-en-ciel? Il y a un jeu pour toi. Est-ce que tu veux être estonien? Pas un estonien non, juste estonien. Vous pouvez jouer à UOS. Je n'explique pas vraiment ce jeu. En fait, en 2014, le gouvernement estonien a commandé un jeu qui permet de simuler l'Estonie. En fait, sur le papier, le but c'était d'apprendre aux enfants les bases de l'administration estonienne. Comment faire refaire sa carte d'identité, comment déclarer et payer ses impôts, comment aller ouvrir un compte à la banque, etc., etc. Bon, sur le papier, ça avait pas l'air super fun, mais à la rigueur, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, dans ce jeu, tu peux jouer au basket, tu peux piloter un bus, tu peux faire du rallye, tu peux avoir des animaux de compagnie. C'est un simulateur de aller à la préfecture un jeudi matin,
Sauf que tu peux jouer au paintball après, dans la foulée. Le jeu se déroule dans cette ville non identifiée, qui est clairement ce que l'Estonie a de mieux à offrir en termes d'architecture. Alors le jeu n'est plus disponible sur le site du gouvernement, mais vous pouvez toujours le trouver en cherchant un peu sur internet, si cette aventure palpitante vous branche. Et c'est ainsi que s'achève notre épisode sur les jeux faits par des gouvernements. J'en ferai certainement un deuxième, parce que j'ai trouvé d'autres exemples intéressants. La question de l'éthique des jeux faits par des gouvernements, elle peut se poser. C'est le rôle d'un gouvernement de permettre que la culture prospère dans son pays, que ce soit par l'absence de censure ou par des subventions. Mais est-ce que c'est le rôle du gouvernement de vraiment mettre le nez dans ce qui se passe créativement pour y matraquer ses propres messages? Bon, si on peut faire du paintball, oui. Alors, j'ai pas réussi à le caser dans l'épisode, mais il fallait que je le dise. Al-Qaïda, en 2006, ils ont fait un jeu où le but c'est d'aller capturer le président George Bush. Voilà, vous le savez maintenant.